Sankara et ses compagnons. Merci. Bruno Jaffré, on vient à vous. Vous êtes connu comme biographe de Thomas Sankara. Vous lui aviez consacré plusieurs livres et articles. Dites-nous aujourd'hui comment on distingue concrètement un héritier authentique des idées sankaristes d'un acteur qui cherche une simple récupération politique, comme on le voit assez souvent aujourd'hui. Bon, je ne peux malheureusement pas délivrer des certificats de sankarisme. Je vais répondre un petit peu autrement. La première remarque que je vais faire, c'est que fondamentalement, Sankara est mal connu. J'espère qu'on aura le temps de parler des archives, etc. Et je vais vous donner deux exemples pour appuyer ça. Alors, donc, la première chose qu'il faut faire, c'est l'étudier. Donc, nous, avec l'équipe du site thomasankara.net, dans lequel il y a une quinzaine de Burkinabés qui travaillent avec moi, nous mettons en ligne toutes les interviews et les discours. Et si les discours sont connus, les interviews sont souvent plus intéressantes. Donc, je vais vous donner deux exemples qui montrent que Sankara est très mal connu et qui sont pourtant extrêmement importants. Le premier exemple, une fois j'ai dit sur une page Facebook que Sankara n'arrêtait pas de demander de l'aide à la France. Et quelqu'un qui se présente comme un CDR et qui se présente aussi comme un bon connaisseur du DOP m'a répliqué que j'étais un menteur et que c'était pas possible que ça soit moi qui dis ça, etc. Donc, je vais vous lire une citation du discours d'orientation politique dans lequel il est écrit, c'est vers la fin, « Nous nous efforcerons d'établir des relations diplomatiques avec les autres pays, sans égard, c'est ça qui est important, à leur système politique et économique, sur la base des principes suivants, et ça c'est important, le respect réciproque pour l'indépendance, l'intégrité et la souveraineté nationale, la non-agression mutuelle, la non-intervention dans les affaires intérieures, le commerce avec tous les pays sur un pied d'égalité et sur la base d'avantages réciproques. » Cette phrase dit très clairement qu'il est tout à fait normal que Sankara et les révolutionnaires aient cherché d'avoir des relations économiques avec la France, et simplement ils se basaient sur le principe. Sur ces principes qui ont été énoncés, je suis actuellement en train d'écrire un nouveau livre dans lequel il y aura des passages assez importants qui citeront les archives, et je vois effectivement que Sankara n'arrête pas de demander de l'aide, et la discussion, c'est que les Français cherchent à lui imposer d'autres projets que ceux que le Sankara voudrait faire. Il faudrait un long développement pour que je vous explique ça. Mais c'est quand même révélateur de l'ignorance d'un certain nombre de gens qui se déclarent des connaisseurs de Thomas Sankara. Deuxième exemple, à propos de l'autosuffisance alimentaire. Vous trouvez, et ça dépasse largement le cadre du Burkina Faso, y compris beaucoup de journalistes français et étrangers qui répètent toujours la même phrase, que Sankara a atteint l'autosuffisance alimentaire. Je vous cite donc une interview du 4 octobre 87. Il est mort le 15 octobre 87. Une jeune femme qui s'appelle Inga Nagel, c'est une interview qui a été publiée dans Jeune Afrique, mais qui n'était pas complète dans Jeune Afrique. Nous avons retrouvé l'entièreté de cette interview. Elle demande l'autosuffisance alimentaire est votre but principal. Comment pourrez-vous l'atteindre s'il ne pleut pas assez? Il répond, il ne va pas vous répondre, non, ça y est, nous avons atteint l'autosuffisance alimentaire. Il répond, d'abord par des barrages grands et petits et beaucoup de retenues d'eau. Nous ne pouvons pas compter uniquement sur les pluies. Après, nous essayons de régénérer les sols et de reboiser. Nous voulons cette année la ceinture verte au nord du pays et nous allons déplacer plusieurs milliers de personnes pour y planter des arbres. Donc, et tout le monde au Burkina est persuadé que Thomas Sankara a atteint l'autosuffisance alimentaire. Est-ce que c'est négatif? Évidemment que ce n'est pas négatif. Il y a eu beaucoup d'efforts pour y atteindre, mais ce n'est pas la peine d'en rajouter en permanence pour essayer d'embellir encore plus Sankara autre qu'il était. Donc, première chose, étudier les livres et les discours, mais ça ne veut pas dire étudier les interviews et les discours,
Mais ça ne veut pas dire les lire tout seul. Ça veut dire organiser des séances collectives de réflexion collective où les gens lisent et ils en tirent des réflexions importantes. Donc, les héritiers de Thomas Sankara, vous me dites qui c'est qui l'est, qui c'est qui ne l'est pas. J'ai pas de réponse à cette question. Voilà. Mais dites-nous, en matière de gouvernance, est-ce qu'il y a des similitudes dans la gestion des ressources naturelles du pays, ou diriez-vous qu'il y a de grosses divergences? Par exemple, le MPSA 2 a fait des réformes dans le secteur minier. Voilà, pour ne prendre que cet exemple-là, pensez-vous qu'il y a suffisamment de transparence dans la gestion, par exemple, du secteur minier? Alors, il faut séparer les déclarations et la réalité. Les déclarations politiques qui sont effectivement intéressantes. Alors déjà, la première question, c'est que la coupure avec la France n'est pas forcément une bonne mesure, dans la mesure où, en tout cas, dans le discours de Sankara, on explique bien qu'on peut commercer avec tous les pays du moment qu'ils ne nous font pas des injonctions de suivre leur politique. À propos des ressources naturelles, effectivement, il y a des choses qui sont inspirées de Sankara, c'est le développement de l'agriculture, l'industrialisation de la production locale, etc., et des choses comme ça. Donc ça, c'est intéressant. Après, on étudie la réalité. Quand Ibrahim Traoré dit qu'il va devenir le premier producteur de cacao du monde ou de la région, on est dans quelque chose qui est totalement irréel et totalement inintéressant. Ça n'a aucun intérêt que le Burkina développe le cacao dans son pays parce qu'il va avoir comme concurrent le Ghana et la Côte d'Ivoire qui sont très en avance sur lui d'une part, et deuxièmement, qui ont un climat qui est propice. Alors effectivement, on peut, en dépensant beaucoup d'argent, exhiber un champ où on cultive du cacao, mais c'est pas ce qu'on appelle la culture du cacao. On s'est mis à développer l'ananas, et dans un article du Washington Post, on découvre qu'il y a un champ d'ananas dans un camp militaire à Ouagadougou. Est-ce que c'est ça le développement de l'agriculture? Et le premier problème pour développer l'agriculture, c'est évidemment celui de la sécurité dans le pays. Et je ne vais pas vous faire un discours sur l'état de la lutte contre la sécurité. Maintenant, sur la question de l'or, c'est extrêmement important. Et il faut souligner que pendant la période où Sankara dirigeait le pays, ce pays manquait cruellement de ressources. Il y a donc eu un effort pour ouvrir une mine d'or, mais de ce que je sais, ça n'a pas été extraordinaire. Aujourd'hui, et il faut le souligner, l'État burkinabé a exigé des miniers qu'ils puissent avoir 15% de participation dans toutes les mines. C'est quelque chose de relativement intéressant et qu'il faut souligner. Maintenant, il déclare que les deux mines burkinabées appartiennent au Burkina. Non, elles sont des mines, elles sont sous statut privé. Ça veut dire qu'elles n'appartiennent pas au Burkina Faso, elles appartiennent à des entrepreneurs burkinabés qui sont probablement des proches de Ibrahim Traoré, mais quand une entreprise est dans un pays, elle n'appartient pas à l'État burkinabé et c'est elle qui décide théoriquement de la destination de ses revenus. Maintenant, la question réelle, c'est cet or est une chance extraordinaire pour ce pays puisque ça s'est développé en quelques années. La question, c'est est-ce qu'il y a un contre-pouvoir? Est-ce qu'il y a un contrôle? Est-ce qu'il y a une participation des travailleurs de ces sociétés dans la gestion et dans le contrôle de ces sociétés? Évidemment non. La première raison, c'est parce que les syndicats sont quasiment interdits de travailler dans ce pays et les meilleurs représentants des travailleurs, ça reste les syndicats. Je souligne entre parenthèses que quand il y avait Thomas Sankara, dans les conseils d'administration des entreprises, vous aviez les CDR des travailleurs de l'entreprise et les syndicats. Aujourd'hui, il n'y a rien de ça.
On a entendu, par exemple, je ne sais pas comment l'appeler, le propriétaire de l'usine de tomates qui a beaucoup de difficultés, expliquer que son entreprise n'était pas rentable, en fait. Et est-ce que, par exemple, les travailleurs ont eu le moyen ou la possibilité de tirer l'alarme des difficultés de l'entreprise? Est-ce qu'ils ont un mot à dire sur les solutions qu'il faut apporter? La deuxième chose, c'est qu'on a demandé beaucoup d'argent aux Burkinabés et qui ont donné largement, ce qui prouve que les Burkinabés sont patriotiques et qu'ils ont peut-être une confiance trop importante dans l'utilisation de cet argent. Mais et donc une partie de cet argent est destinée à l'actionnariat populaire, est-ce qu'il y a une façon de représenter tous les gens qui ont pourquoi il y a de l'écho maintenant? Tous les gens qui ont participé à cette chose-là. Est-ce que, par exemple, les gens... Alors, vous savez que, je crois que pour l'usine de tomates, c'est 40% d'actionnariat populaire qui a permis à l'usine de démarrer. Et c'est souvent le cas dans d'autres entreprises qu'on est en train de lancer. Est-ce que il existe un moyen que ces actionnaires donc, soient représentés à la direction de l'entreprise? Vous voyez les deux grosses différences. Ce gouvernement actuel se déclare révolutionnaire, mais les travailleurs qui sont pour n'importe quel, je ne vais pas dire idéologue, mais pour n'importe quel travailleur, ce sont les travailleurs qui doivent diriger la révolution et qui doivent être représentés ou en tout cas consultés à tous les niveaux de l'État. Ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui et c'était en partie le cas pendant la révolution, même si aujourd'hui il est temps d'avoir un point de vue critique sur comment ça s'est passé, ce n'est pas du tout le cas. Donc, on est très... Alors, je rajoute quand même que la vente de l'or se fait dans les pays du Golfe par des intermédiaires et donc le Burkina connaît... quand on commence à réfléchir, on sait ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il n'y a pas du tout de contrôle sur ce qui se passe, ni sur les revenus de l'or. Est-ce qu'un jour, on aura le décompte des revenus de l'or dans ce pays avec le détail du partage des bénéfices? C'est une question que les Burkinabés devraient se poser. Voilà, je termine sur cette question-là, là-dessus. Ouais. Je souhaite, avant quand même de donner la parole à Dr Christophe Dabiré, que vous reveniez un tout petit peu sur les recherches, les archives notamment françaises, mais aussi américaines, sur les rapports entre Sankara et l'Occident en général, avec les institutions de Bretton Woods, mais aussi avec la France en particulier, notamment sur les questions de diplomatie, de demande d'aide que vous avez évoquées au départ. Alors bon, je ne vais pas vous expliquer en détail comment ça s'est passé. À propos du Fonds monétaire international, le Burkina a refusé. Alors c'était très rapidement. Le problème, c'est que la période de Mitterrand a demandé à tous les pays du tiers-monde qu'elle refusait en fait l'aide bilatérale qui existait avant, pouvait être décidée de la France, et elle demandait à tous les pays, si elle veut un complément d'aide bilatérale, de signer avec le Fonds monétaire international. Je vais d'abord expliquer pourquoi le Burkina est revenu sur la France. Et tout simplement, et ça va être très clair dans des choses que je vais exposer dans ce prochain livre, c'est que ni les Cubains, ni les Russes, ni les Libyens n'ont aidé le pays, le Burkina en fonction de ses besoins. Et donc, le Burkina s'est donc trouvé un moment à discuter avec le Fonds monétaire international. Les Français devaient l'aider à discuter. Je vois des documents qui expliquent que l'aide tardait à venir. Et finalement, le Burkina a décidé de ne pas signer avec le Fonds monétaire international. Et bon, vous savez pourquoi? Parce que chacun a connu au Burkina, enfin les gens de notre génération ont connu les prêts du Fonds monétaire international avec la destruction des services publics, etc., les contraintes sur l'organisation politique du pays, etc. Aujourd'hui, on a eu le Burkina, alors que les supporters à l'étranger vantent le fait que Brahim Traoré refuse de signer avec le Fonds monétaire international, c'est un mensonge de plus. Le Burkina a signé et a reçu tout dernièrement plusieurs fonds du Fonds monétaire international, et il n'y a aucune
discussion politique sur quelles sont les contraintes qui ont été demandées au Burkina pour signer cet accord. Donc ça, c'est voilà, c'est à la question, c'est ça. Sur la question des archives, je vais aller très vite. C'est pas tant, ce que je découvre en étudiant les archives diplomatiques de France, c'est que on est au balbutiement de la recherche sur la Révolution et sur Thomas Sankara. Pourquoi? Balbutiement, ça veut dire que on rentre dans ce qu'on va appeler l'histoire. Moi, j'étais plutôt un témoin, quelqu'un qui ramassait par-ci par-là tout ce qu'on savait et qui le mettait en forme aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans la période où il faut faire de l'histoire. De façon scientifique, c'est un mot qui est un peu extensif dans ce domaine-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut avoir à sa disposition des archives. Donc, on a à la disposition, même s'il en manque beaucoup, on a à la disposition les archives de France, donc c'est très important. On a à la disposition les archives américaines, et il y a un livre de quelqu'un qui s'appelle Brian Peterson qui cite beaucoup des archives américaines, mais on n'a pas à notre disposition les archives burkinabées. Et je ne cesse de dire que les archives burkinabées doivent être déposées aux archives nationales où on a des gens qui sont formés pour ça, et il faut en recruter beaucoup. Et je sais, moi, pertinemment, qu'il y a des gens qui ont des cantines de leurs notes personnelles qui ne les donneront pas tant qu'ils n'auront pas confiance aux gens à qui ils donneront. C'est une critique un peu indirecte aux gens du mémorial qui ont décidé que c'était eux qui devaient récupérer les archives, alors que leur objectif, c'était simplement de créer un musée. Et les archives historiques, leur place, ce n'est pas dans un musée, c'est dans un service des archives dans lequel il y a des gens qui sont compétents, qui les classent et qui les mettent à la disposition des gens. Et ne serait-ce que les classer, c'est un travail très long. Et vous avez Hubert Bazier qui a expliqué, quand il a donné la lettre manuscrite de Sankara, du discours du 15 octobre, il a expliqué qu'il n'avait pas commencé à les classer. Et vu l'âge qu'il a, je ne sais pas s'il va le faire, mais il devrait les confier aux archives nationales qui se mettraient tout de suite à les classer. Voilà, je voudrais terminer là-dessus. C'est plutôt un appel, non pas un appel agressif aux gens du mémorial, c'est un appel de réalité. Donner les archives aux archives nationales, demander aux gens de les amener aux archives nationales. Il y a des gens aux archives nationales très compétents, et s'il n'y a pas assez de personnes, il faut les former, mais c'est là-bas que ça doit être, et c'est là-bas que viendront consulter les historiens pour faire un travail historique. Voilà, je termine là-dessus. Merci pour cette contribution, Angèle Bassolé. Je vais passer la parole à Bruno Jaffré pour réagir sur certaines questions qui ont été soulevées de façon globale sur ce qu'est le vrai sankarisme et ce qui ne l'est pas. Il faut nous dire, vous qui êtes aussi biographe de Sankara, toute la vérité à savoir sur cette révolution-là. C'est des questions qui sont revenues. Bon, moi j'ai force de fournir comment dire, de la matière pour enseigner. Bon, je vais en rester là parce que je ne sais pas trop quoi dire d'autre. Hein. Je rappelle, il y a un site thomasankara.net, vous avez tous les discours, toutes les interviews, et je vous incite à lire les interviews qui sont plus intéressantes parce qu'un discours est un exercice très particulier. Moi, je voudrais parler de trois choses, reprendre trois choses. Ce qui me semble le plus important et qui doit interpeller tout le monde, c'est la popularité, évidemment, pas générale de Ibrahim Traoré, mais c'est quelque chose qui doit nous interpeller et qu'il faut analyser, c'est très important. La deuxième chose, c'est... Alors, je vais répondre tout de suite. Hein, Monsieur Campadini a dit que Canfidini a dit que le bilan économique de Thomas Sankara était pas terrible. Je suis désolé, on a un certain nombre de choses qui nous permettent de dire le contraire. Donc je vais pas en dire plus. Hein. Il y a des documents. Moi-même, dans mon premier livre, dans mon premier livre qui s'appelle
Burkina Faso, les années Sankara de la révolution à la rectification, il y a des bilans économiques, et vous avez les félicitations d'un certain nombre d'organismes internationaux, donc il n'y a pas de discussion à faire là-dessus. Ça ne veut pas dire que tout a réussi, évidemment, mais on était sur le bon chemin, et j'entends pas grand monde à part ce monsieur qui dit que ce n'est pas vrai. Sur la question du bilan politique, il y a une différence entre faire le bilan politique et le bilan des CDR. Et là, franchement, il me faudrait plus que 3 minutes pour en parler. Donc, je vais juste dire 2-3 choses. Le bilan politique, c'est est-ce que le peuple était au pouvoir ou pas? C'est ça la vraie question. Aujourd'hui, le peuple n'est certainement pas au pouvoir. Vous avez le peuple, le pays est dirigé par des militaires, par une couche de militaires, des militaires appartenant à la petite bourgeoisie. On expliquera ce que c'est que la révolution. Et sous Sankara, il y avait des tentatives, on va dire, de créer ce qu'on appelle un pouvoir populaire dans lequel le peuple avait, en tout cas, un certain nombre de prérogatives. Je souligne que moi, j'ai vécu 4 mois pendant la Révolution et j'y ai fait plusieurs reportages. Donc, les CDR, c'était vraiment l'expression populaire. C'était le pouvoir populaire dans les communes qui n'existaient pas pratiquement plus, et c'était les CDR qui prenaient en charge énormément de choses, que ça soit les projets de la commune, etc., qui prenaient en charge la participation de la population aux travaux d'intérêt commun. Et dans les entreprises, je l'ai dit tout à l'heure, les CDR avaient un mot à dire. Je vais pas aller plus loin, je ne suis pas un grand admirateur des CDR. Je ne sais pas trop quoi dire parce qu'effectivement, les CDR ne sont connus que pour les exactions et c'est pas forcément la seule chose qui caractérise les CDR. Je voudrais dire aussi que tous les ministères, les CDR des ministères avaient mis les ministres et l'administration sous surveillance et que, en permanence, le ministre devait rendre compte. Ce n'était pas forcément ce qu'il y avait de mieux, mais en tout cas, tout le pays était sous contrôle. Bon, j'en termine là-dessus. Il faudra en parler des tonnes parce que c'est très compliqué, le pouvoir populaire. La démocratie, tout ça, c'est des choses extrêmement complexes à expliquer. Moi, je suis plutôt d'obédience marxiste. L'histoire est dirigée par les contradictions et elle est en mouvement permanent. Et une révolution, pour moi, ce n'est rien d'autre que une classe sociale qui prend le pouvoir et qui détruit celle qui l'avait avant. Et pour une révolution de nos jours, c'est le peuple effectivement qui doit chasser l'oligarchie, la bourgeoisie, etc. et s'installer au pouvoir et faire en sorte que le pays, que les gens participent à la direction de ce pays d'une façon ou d'une autre. Ça demande beaucoup de recherche et que, en tout cas, ce gouvernement gouverne pour les intérêts de la population. Ça veut dire qu'il y a des gens qui, de toute façon, vont souffrir lors d'une révolution. C'est ceux qui étaient au pouvoir auparavant. Je vais revenir à la première chose, je m'excuse, la chose la plus importante qui doit interpeller tout le monde, c'est pourquoi, et il faut l'analyser, il faut y travailler, pourquoi, malgré tout, Ibrahim Traoré est très populaire. Je vais donner 3 pistes de recherche. Premièrement, il y a évidemment une question de génération. Je vois bien tous les jeunes qui m'interpellent en permanence, ils ne connaissent rien de leur pays, rien de l'histoire de ce pays, et ils l'entendent et ils sont admiratifs de leur président simplement parce que grâce à la propagande la propagande qui s'est diffusée un peu partout par l'intelligence artificielle, il est devenu la grande idole de ceux qui se réclament panafricanistes, et les jeunes sont très fiers d'avoir un président qui est devenu l'idole des panafricanistes, entre guillemets. Et apparemment, ça leur suffit, et c'est dramatique. Hein, pour quelle raison? C'est que il n'y a pas de formation politique dans ce pays, et même c'est un peu la deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est que les partis politiques sont déconsidérés, eux-mêmes n'ont pas formé leurs militants. Je vous donnais l'exemple du DOP, mais est-ce que par exemple dans ces partis, parce que je me rappelle, les partis sankaristes étaient capables de dire que leur programme c'était le DOP et d'organiser des concours de réciter par cœur les discours, mais c'est pas ça, étudier un discours, c'est se mettre autour d'une table. La troisième chose, et c'est la plus importante, qui peut expliquer le désarroi de la population, c'est l'échec flagrant des gouvernements précédents.
notamment dans la lutte contre l'insécurité et pour le maintien de la corruption. Ça, c'est sous le régime de Roch et sous Damiba, il n'a même pas eu le temps de faire grand-chose. Et tous les partis politiques, ils y ont participé, en fait. Hein, puisque, rappelez-vous, le deuxième mandat de Roch, tous les partis politiques étaient dans la majorité présidentielle, en tout cas ceux qui avaient une existence légale. Et donc, on est quand même... ces gens-là sont co-responsables de cette situation. Aujourd'hui, les gens n'ont rien d'autre à se mettre à leur disposition que Ibrahim Traoré, et il est temps que toutes les organisations, et il y en a des forces qui sont effectivement silencieuses parce qu'elles sont soumises à la répression, mais il y en a un certain nombre, et il y a surtout beaucoup de gens, ils attendent que toutes ces forces sortent quelque chose qui les rassemble, au moins pour renverser ce pouvoir, ou au minimum, au prochain coup d'État qu'il y aura, parce que c'est probablement un coup d'État qui renversera Ibrahim Traoré, que si jamais on tombe sur des militaires qui ont vraiment envie de rétablir un certain état de droit dans ce pays, ils aient des interlocuteurs qui représentent quelque chose. Voilà, je m'arrête là pour ce que j'ai à dire.